bien un top départ. Je propose qu'on démarre. Euh, alors, bienvenue encore une fois à cette conférence en ligne organisée par Neoma Alumni, plus particulièrement la dynamique tribu Pays de la Loire. Alors, notre tribu Pays de la Loire, elle se compose de 946 membres à date. Vous retrouvez sur le slide donc, quelques informations à la fois sur le site Internet où vous pouvez vous connecter pour avoir des informations complémentaires, ainsi que l'adresse email où vous pouvez nous contacter pour toute question sur le fonctionnement, les idées de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées, ou pour les nouveaux arrivants, bien sûr, une prise de contact. On sera ravis de vous accueillir. Le principe de fonctionnement d'une tribu régionale, hein, c'est bien évidemment d'essayer de multiplier les événements avec un calendrier qu'on essaiera de vous communiquer maintenant qu'on a un peu plus de visibilité sur la situation sanitaire, qu'on essaiera de vous communiquer maintenant assez vite. Et on sera ravis de pouvoir à nouveau se rencontrer physiquement dans les semaines et les mois qui viennent. Tu peux passer la slide suivante si tu... Voilà. Alors, juste voilà, quelques mots sur qui nous sommes. Donc, on a le grand plaisir avec Brunhilde, Rémi et Flora et Marie d'animer cette tribu. Mais on est tout à fait ouvert à, bien évidemment, renforcer la participation de nouveaux animateurs. Donc, si vous avez vocation et envie de nous rejoindre, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. On peut passer la slide suivante. Alors, je rappelle que, bien évidemment, comme pour l'ensemble des conférences qui ont eu lieu cette semaine, et que j'imagine vous avez été, comme moi, nombreux à y participer, hein, il y avait des thématiques très, très intéressantes. La semaine était sur la thématique de Neoma Engage for Positive Impact. Donc, vous avez eu l'occasion de voir passer un certain nombre de communications sur le sujet. Je vous invite vraiment à prendre connaissance dans le détail de ce qu'est le manifeste Engage for Positive Impact et puis surtout d'y participer, hein, de rejoindre les engagés pionniers en signant le manifeste, hein, donc qui est à télécharger à l'adresse qui s'affiche sur le document que vous avez sous les yeux. Évidemment, comme sur ces sujets-là, hein, plus on sera nombreux à enclencher le mouvement et mieux ce sera. Donc, voilà, on compte sur vous. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est bien évidemment que le sujet vous touche, fait résonance chez vous. Donc, on peut le prolonger en étant rassemblés autour de cette dynamique Engage for Positive Impact. Donc, j'en ai fini pour cette courte présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Walter sur notre thématique du jour. Walter, merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Eh ben, écoute, c'est gentil. J'ai eu la chance de rencontrer Walter dans sa structure que j'imagine il va nous présenter, qui s'appelle Openland. Je vous invite vraiment à aller sur leur site internet et à regarder ce qu'ils font. C'est assez exceptionnel. Voilà, c'est une structure. Et je ne voudrais pas en dire trop parce que sinon je vais te couper l'herbe sur le pied, mais c'est une structure qui, dans son fonctionnement, décloisonne complètement les choses en faisant se côtoyer à la fois des experts de ces sujets liés notamment au climat, des entrepreneurs, des artistes, etc. Donc ce foisonnement est tout à fait propice à l'innovation et très intéressant aussi à vivre de l'intérieur. Mais Walter n'est pas que le fondateur ou le cofondateur d'Openland, il est également intervenant conférencier dans de nombreuses structures, notamment à l'APM. Il a été également le cofondateur de Terra Eco, qui est un journal francophone qui était pionnier dans la transition écologique. Et puis, Walter, tu as également été cofondateur du mouvement 1% for the Planet en France, que j'imagine certains connaissent, hein, qui est un mouvement qui a été fondé par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, et auquel de plus en plus de sociétés aujourd'hui adhèrent. Voilà, c'était une courte introduction, une courte présentation. Mais Walter, je te laisse la parole maintenant pour peut-être affiner cette présentation, puis surtout nous dévoiler la thématique du jour. Ouais, merci Emmanuel. C'est vrai que
Mon objectif, c'est surtout de partager 2 ou 3 petites choses avec vous, très, très modestement sur cette idée de réparer la terre. Je mets des guillemets derrière cette idée. Il y a le rôle que nous jouons, que nous allons jouer dans les années qui viennent, enfin dès aujourd'hui, dans les années qui viennent, au travers de nos métiers, pas seulement comme citoyens ou dans notre cellule familiale, mais parce qu'on a un levier incroyable que constituent ces 7 à 8 heures de travail, parfois plus, qu'on consacre à nos métiers avec notre talent. Et que si on les mobilise tous dans une direction, dans des projets qui ont du sens, je pense qu'on peut vraiment faire des choses extraordinaires, à condition toutefois de prendre un peu la mesure des enjeux. Et ce que je veux vous partager là ce soir, c'est un peu à la fois cette prise de conscience qui parfois fait un tout petit peu mal, mais le but, c'est pas d'en rester là. Et surtout ce chemin que j'estime de plus en plus inspirant et praticable, qui est un chemin d'espoir, autour duquel j'ai envie, avec d'autres et Openland, notamment de mobiliser les énergies et les talents. Alors, si vous voulez, je vais partager avec vous un document, voilà, que je vais égrener comme ça au fil de l'eau. L'idée, c'est aussi d'avoir un échange avec vous. Parfois, je passerai sur certains visuels un peu rapidement pour tenir le temps. Et puis, vous allez voir, on va essayer de mettre un petit peu d'interactivité dans tout ça. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Normalement, si tout se passe bien, vous devez apercevoir mon écran. Et voilà, est-ce que c'est le cas? Je ne suis pas sûr d'avoir pris le bon logo. Alors, ce n'est pas le logo des alumni, je viens de réagir déjà, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est le bon logo Neoma. Si, ça marche, c'est bon. Ok, bon. Ouais. Voilà. Est-ce que, Emmanuel, tu peux me confirmer que vous voyez ce petit visuel? Je te confirme que tout est OK a priori. Bon. Donc, autour de se réparer la terre, moi, ce à quoi je veux vous inviter, c'est d'imaginer un instant vos vies, vos projets, votre famille, vos amis, vous-même, évidemment, et d'essayer de vous projeter, de vous demander, tiens, moi, avec tous mes rêves et tout ce que j'ai en cours, et tout ce à quoi je pense, si je me projette un tout petit peu plus loin, c'est pas dans si longtemps que ça, hein, 2030, c'est dans bientôt 8 ans, quand même, donc ça vient très, très vite. Heu, Qu'est-ce que vous imaginez autour de vous? C'est-à-dire comment le monde a-t-il changé? Qu'est-ce qui a pris de l'importance? Peut-être qu'est-ce qui en a perdu? C'est quoi nos joies et nos peines? Voilà, qu'est-ce qui structure un petit peu nos activités, nos projets, nos métiers? Et c'est ça en fait c'est à ce voyage en fait que je vais vous inviter, là ce soir pendant les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Pour rendre les choses interactives, je vais vous proposer de prendre vos smartphones et de vous rendre sur le site menti.com, menti.com. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, vous allez voir. Même moi, j'y arrive, donc je peux vous garantir que c'est très simple. En principe, quand vous vous connectez à cette adresse, on vous demande un code et le code qu'il faut saisir, le voici. C'est le 26 86 73 88 sur l'adresse menti.com. Alors comme j'ai pas trop de retour, si j'ai accès au canal, Emmanuel, je ne sais pas si ça marche de ton côté, tu es mon témoin privilégié. Alors écoute, je viens de le faire et je ne suis pas un as non plus voilà, de ces sujets-là, mais ça fonctionne a priori sans problème. Ok, bon, ça marche, merci. Et Et on va tester. Cécile me confirme que ça marche aussi de son côté, donc on est au moins deux pour l'instant à avoir réussi à faire la même. Ok, bon. Eh bien, on va tester en live. Quelles seraient vos attentes pour cette rencontre? Si vous avez envie de laisser un mot, de faire un petit salut. Bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de participer, mais s'il y a quelques volontaires pour tester l'outil, n'hésitez pas. Et je préviens tout de suite, derrière moi, il y a une porte. Parfois, vous verrez les générations futures apparaître, car je suis aussi papa dans la vie. Et on est vendredi soir, et je suis chez moi. On va le faire en toute simplicité. Bon, déjà des questions sur le rapport du GIEC. On va en parler. On va en parler brièvement, mais on va en parler. Bon, voilà, l'idée, c'est de vérifier déjà si ça marche pour quelques-unes et quelques-uns d'entre vous. Donc, je vais avancer. Vous pouvez continuer de répondre pendant ce temps si vous le
si vous le souhaitez. Et là, je vous pose quelques petites questions, 3 petites devinettes auxquelles je ne vais pas répondre tout de suite, mais chemin faisant. Donc, à votre avis, quel est le poids réel des occupants de cette salle virtuelle? C'est assez difficile. Quel est votre âge en ppm? Alors, vous allez me dire, le ppm, c'est quoi? C'est normal, pas d'inquiétude. Et en apparence plus facile, mais il y a un piège aussi. Combien d'arbres possédez-vous? Alors, je vous laisse avec ces questions, pas besoin d'y répondre tout de suite. Et j'y reviens tout à l'heure. D'abord, je vais revenir un peu dans le passé. Avant d'aller vers 2030, je vais retourner vers le début des années 90 avec cette photo de Bill Clinton et d'Al Gore, qui sont alors vice-président et président des États-Unis, qui branchent en grande pompe devant les caméras ce qu'on appelle à l'époque les autoroutes de l'information. Je ne sais pas si certains se souviennent de cette expression incroyable qui fait très Minitel, mais et qui sont tout simplement devenus le web. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à l'époque, les promoteurs du web, les inventeurs du web, nous disaient « Nous ne savons pas ce que va devenir le web, nous n'en avons strictement aucune idée. Ce que nous savons en revanche, c'est que ça va tout changer. » Et en fait, les promoteurs du web avaient raison, ça a tout changé. C'était un festival, c'était une révolution technologique qui a changé la culture, le business, notre rapport au travail, notre rapport à l'amour, notre rapport aux autres. Ça a eu des impacts psychologiques, ça a eu des impacts financiers, ça a eu des impacts écologiques. Enfin, c'est absolument incroyable ce que ça a changé. Et ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est que la révolution écologique qui est en train de se préparer va être au moins, si ce n'est plus, de la même ampleur. Et je vais vous expliquer surtout pourquoi. Derrière écologique, je reviens à la racine du terme. L'écologie, c'est la connaissance de la maison, en grec. La connaissance de la maison, quand l'économie, c'est la gestion de la maison. Et ce que je veux partager également, c'est l'idée selon laquelle, pour bien gérer la maison, on a sans doute besoin de mieux la connaître. Connaître la maison pour bien la gérer, notamment en des temps un peu complexes qui sont les nôtres. Je pense que chacun et chacune en a pris conscience. Ces temps, ils sont complexes et ce que nous renvoie un peu la complexité de ce monde, alors c'est un peu selon comment dire, les milieux dans lesquels on gravite ou les journaux que l'on lit ou les émissions et les films que l'on regarde. Il y a des tendances comme ça qui émergent. Il y a la tendance en haut à gauche, un petit peu tout va très bien, Madame la Marquise, pourquoi s'inquiéter? De quoi est-ce que vous nous parlez? Vous nous faites tuer avec vos questions avant vendredi soir, on a mieux à faire. Surtout à l'heure de l'happy hour, ça je suis bien d'accord. Mais quand même, demain on aura 18 machines à laver, 3 SUV, 4 baraques et 25 téléphones portables. Pourquoi nous poser ces questions? Bon, ça peut être là. Je pense qu'il y a de moins en moins de monde quand même dans cette catégorie. Dans une catégorie, en haut à droite, c'est « Mon Dieu, tout va s'effondrer, on va être foudroyé instantanément, notre modèle de civilisation n'est plus tenable et tout va disparaître dans les 2 minutes. » Voilà, il y a cette émergence également. En bas à gauche, le modèle super technologique qui dit que bah, voilà, la techno va nous sauver. On a un problème, eh bien, on a une solution. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on voit apparaître des problèmes et puis aussitôt des solutions. Et parfois, on ne savait même pas qu'il y avait un problème, il y a déjà une solution. L'intelligence artificielle et tout ça va répondre à nos besoins. Et puis, dernière tendance, en bas à droite, c'est la tendance qui dit que bah, puisque sur cette planète, tout est foutu, on n'a qu'à partir pour Mars et terraformer Mars et que ça apportera une solution à tous nos problèmes. Alors évidemment, je suis dans la caricature absolue, vous me pardonnerez, hein, c'est un peu pour le storytelling de tout ça, et c'est aussi pour faire réagir. Moi, je suis persuadé que dans ces 4 tendances, et on pourrait en poser d'autres, il y a des choses à prendre en compte. Ça raconte des choses de notre société, ça raconte des choses de notre évolution, et même ça raconte des choses de notre futur. Pour autant, le défi que je nous pose et que je vous propose, c'est de considérer que derrière ces éléments de scénario, chacun va prendre ce qui lui va pour dessiner son propre scénario, qui peut être un scénario d'espoir et un scénario pour l'action, surtout. L'idée, ce n'est pas du tout de rester sidéré et de rester à l'inaction. Alors, depuis 1 an, on a un peu arrêté l'économie, on a un peu voilà, fait un mode pause, à la fois sidéré par la pandémie qui est venue, qui nous a un peu tous pris par surprise, même si moi, je dois vous confesser qu'en 2007, à Nantes, j'avais assisté à une conférence d'un épidémiologiste. On était en 2007
il a exactement raconté à l'époque tout ce qui nous est arrivé. Et rétrospectivement, je me suis dit, ben voilà, c'était là. Et même moi qui m'intéresse beaucoup à ces sujets, je ne l'avais pas vu venir. Et quand on s'arrête comme ça, quand on a cette phase qu'on a connue l'an dernier, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on réfléchit, à notre modèle de société, à ce qu'on fait, au sens de tout ça, de ce qu'on produit, de ce qu'on consomme et de ce à quoi on a envie de consacrer notre métier et notre talent. C'est normal que les questions émergent et on se demande finalement, en tout cas moi c'est la question que je vous pose, est-ce qu'on a bien le bon tableau de bord? Est-ce qu'on a bien les bons indicateurs? Est-ce que le PIB est le bon indicateur pour diriger nos vies? Est-ce que la consommation, la production sont les bons indicateurs? Je pense que je ne vous surprendrai pas trop en vous disant que bah, peut-être non, ou pas tout à fait, ou pas complètement. Ce qui serait bien, c'est de compléter avec d'autres indicateurs. Et moi, je vous propose de prendre comme ça, de manière un peu poétique, cette entrée avec l'eau, l'air, la terre, le feu et la vie. Parce que si on prend ces indicateurs qui ne sont pas qu'économiques ou financiers, je ne dis pas que ça ne compte pas, mais si on les complète avec de nouveaux indicateurs, eh bien, on voit la vie sans doute un peu différemment. Et surtout, on voit que ces indicateurs, malheureusement, sont un petit peu dans le rouge. Alors, je vous rassure, on ne va pas en rester là, mais je vous pose comme ça une ou deux petites questions. Première question, à votre avis, voilà, à votre avis, quelle est la quantité de plastique que nous ingérons chaque semaine? La question, normalement, elle apparaît sur votre téléphone portable, pas sur votre smartphone, si vous suivez bien la connexion. Alors, est-ce que on absorbe chaque semaine l'équivalent de la touche Alt du clavier, le capuchon d'un stylo bic ou une carte bancaire? Alors, il faut être très réactif, j'en ai pris beaucoup par surprise, je suis désolé. Bah voilà, chaque semaine, dans notre corps, dans le corps des humains, alors c'est une moyenne terrestre, hein, donc il faut la prendre avec un peu de recul. On a l'équivalent d'une carte bancaire qui passe par notre corps. Pourquoi? Parce que le cycle de l'eau, les rivières, les océans, la neige, la pluie sont complètement contaminés par les microplastiques. Donc la question, c'est pas d'en rester là, c'est de se dire quel défi on se pose, comment on fait pour inventer une économie dans laquelle il y a du plastique éventuellement, mais il n'y a plus de plastique jetable. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi que je vous pose, et je vous pose cette question ici, vous allez voir, ça va assez vite. À votre avis, quelle concentration de CO2 dans l'atmosphère terrestre devons-nous cibler selon l'accord de Paris pour respecter, ça a été fait, ça a été évoqué tout à l'heure, respecter ce que le GIEC demande, c'est-à-dire respecter nos enjeux climatiques? Est-ce que c'est 350 ppm? Est-ce que c'est 412 ppm? Est-ce que c'est 280 ppm? Voilà, ça va très vite. La bonne réponse, c'est 350 ppm. Alors, attention, accrochez vos ceintures. Je vous montre un graphique qui est ici. Et je vais... Excusez-moi, petit réglage technique. Sur le climat, vous avez cette courbe qui est là. Je vous explique de quoi il s'agit. C'est la courbe de concentration du CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans, rien que ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette courbe? Elle dit qu'on émet des gaz à effet de serre, notamment du CO2, par exemple quand on prend notre voiture, quand on utilise Internet, quand on mange un beefsteak, quand on achète quelque chose à l'autre bout du monde, quand on prend l'avion, évidemment. Voilà, donc tout ça, ça émet des gaz à effet de serre en permanence. Et puis ces gaz à effet de serre, ils vont se loger en haut de l'atmosphère terrestre. Et quelque part, c'est une image épaissir cette atmosphère, ce qui fait qu'à l'intérieur, on a un phénomène de serre à tomate. Ça se réchauffe de plus en plus. Et depuis l'ère industrielle, depuis 1850, l'atmosphère terrestre s'est réchauffée de 1,1 degré. Le maximum qu'il ne faut pas dépasser, nous dit le GIEC, qui travaille, donc les climatologues qui travaillent sur ces sujets, c'est 1,5 à 2 degrés d'ici à 2050. Or, qu'est-ce qu'on constate ici sur ce graphique? C'est que la concentration ne cesse d'augmenter depuis notamment la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est à 415, 420 parties par million. C'est ça les ppm dont je parlais tout à l'heure, ce sont les parties par million. C'est beaucoup trop élevé, et ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on voit sur l'image suivante,
c'est retourner au niveau de 1989, donc de la chute du mur de Berlin. À l'époque, la concentration de CO2 dans l'atmosphère était de 350 ppm. Donc il faut que la concentration de gaz à effet de serre de l'atmosphère se réduise. Pour ça, un peu comme une baignoire, l'atmosphère c'est une baignoire, si on veut qu'il y ait moins de CO2 dans l'atmosphère, il faut moins en envoyer et que ce qui y est déjà puisse se dissoudre progressivement. Le problème, c'est que le CO2 se dissout très lentement, puisque dans la pièce où vous êtes aujourd'hui, vous respirez des particules de CO2 qui ont été émises il y a 100 ans, en 1921. Le CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère. Donc même si on coupait aujourd'hui nos centrales au charbon, nos voitures, les avions, tout ça, bah, le CO2 qui est là-haut, il resterait et continuerait de produire l'effet de serre d'origine humaine dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est un sacré défi, et ce défi colossal, il faut vraiment qu'on s'y mette, car pour l'instant, on n'a pas commencé vraiment à infléchir la courbe d'émission des gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le défi numéro 3. Le défi numéro 4, c'est de pouvoir réduire notre consommation de ressources. Par exemple, les matières premières que sont les minerais. Ici, vous avez un lingot de tantale, un métal, un alliage très conducteur qu'on trouve dans nos smartphones et dont la matière première est issue du bassin du Congo, notamment, et évidemment est extraite dans des conditions sociales et écologiques très problématiques. Donc, notre défi, ici, c'est comment fait-on, quand on a extrait de la matière, pour faire en sorte qu'elle soit réutilisée, qu'elle s'inscrive dans une boucle circulaire et qu'elle ne dorme pas dans des tiroirs, s'il s'agit d'un téléphone portable, ou qu'elle ne soit pas, au pire, jetée dans une poubelle ou qu'elle finisse dans un incinérateur. Toute la matière qui existe sur Terre, on a besoin de la remettre dans le circuit. Parce que, et c'est la question suivante, nous avons ce qu'on appelle un sac à dos écologique, que vous allez comprendre très vite. Alors ça va super vite. Attention, quelle quantité de matière première faut-il pour faire une puce de 2 grammes? Et la réponse se fait en kilogrammes. Alors, il y en a quelques-uns qui suivent, ça va. La bonne réponse est 32 kilos. Il faut 32 kilogrammes de matière pour produire 2 grammes de puces électroniques, 16 000 fois plus. Et ça, c'est vrai pour tout ce qui vous environne, pour vos ordinateurs, pour ici ce tournevis qui est pas loin de moi. J'ai ici une petite clé USB, c'est la même chose. J'ai un paquet de cartes de visite, même chose. Je ne dis pas que c'est dans les mêmes proportions, mais pour faire tout ça, on a souvent besoin d'eau, on a besoin d'énergie, on a besoin de matière pour faire les machines, pour les faire tourner, pour ajouter de la matière première qui permet de produire tout ça, et on n'en a pas du tout conscience. Voilà, ce sac à dos écologique, il concerne tout ce qu'on fait, et on a besoin d'en prendre conscience. Dans ce sac à dos écologique, on trouve des énergies fossiles. Alors, à votre avis, aujourd'hui, quelle est la part des énergies fossiles dans notre consommation totale d'énergie? Attention, attention, ça va toujours très vite. Voilà, la part d'énergie fossile, c'est 80%. 80% d'énergie fossile dans la consommation mondiale d'énergie. C'est ce que vous trouvez entre ces deux petites barres bleues. En dessous, c'est la biomasse, donc les carburants d'origine végétale principalement. Et au-dessus, ce sont les énergies renouvelables. Vous trouvez le solaire, le vent, l'hydraulique, le nucléaire qui n'est pas une énergie renouvelable, mais disons une énergie peu carbonée. Et puis, entre les deux barres, vous avez le gaz, le pétrole et le charbon. Et tout ça, entre ces deux barres, en 2050, si on ne veut plus émettre de gaz à effet de serre, c'est ce que dit l'accord de Paris, eh bien tout ça, ça doit avoir disparu. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a au milieu des deux barres disparaît, et ce qu'il y a au-dessus et en dessous des deux barres, ça doit avoir pris toute la place. C'est un immense défi, là encore, qui nous est posé et que nous devons relever. Je termine avec le défi de la vie. Et alors, des scientifiques se sont amusés à peser la vie sur Terre. À votre avis, quelle masse ont-ils trouvé pour l'humain? Combien pesons-nous, nous les humains, sur l'ensemble du règne vivant? On met les arbres, on met les animaux, on met
les bactéries, on met les virus, tout ça, puis on met les humains. Alors voilà, il y a une bonne réponse et un piège. En fait, il y a 2 bonnes réponses. C'est que la vie humaine sur Terre, c'est 0,01 du poids total de la vie. C'était ma question, ma petite devinette de tout à l'heure. Mais bon, ça, c'est ma vision personnelle. C'est aussi 99 des emmerdes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça peut être 99 des solutions, en tout cas si on le décide. Alors la vie disparaît, à une vitesse vertigineuse, la vie ordinaire, les oiseaux, mais les autres animaux. Les arbres, pendant que nous plantons, ben, d'autres, déforestent. Le problème de la déforestation, c'est d'ailleurs pas qu'un problème, écologique au sens classique du terme, c'est aussi un problème humain, parce que dans ces forêts, il y a des peuples premiers. 5 de la population mondiale, heu, fait partie des peuples premiers et ces peuples premiers occupent 23 des territoires émergés et préservent, en tout cas, sur ces territoires, on a 78 de la biodiversité terrestre dont nous avons besoin pour vivre. Donc préserver ces peuples premiers, c'est essentiel. Et puis il y a un dernier sujet humain. Ce graphique qui est un peu complexe, donc je ne vais pas rester trop longtemps dessus, c'est la population totale, mondiale en jaune à droite et puis en tout petit à droite aussi, ce petit dé à coudre vert, c'est la population des millionnaires et on voit, comment la population des millionnaires et plus, détient 50 du patrimoine mondial, quand l'autre partie de la population en jaune détient les 50 restants. Donc la question aussi des équilibres économiques, sociaux et financiers est fondamentale pour réussir la transition et tous les défis que je vous ai posés. Évidemment, pourquoi je pose ça? C'est pas pour gâcher votre week-end, c'est pas pour gâcher votre vendredi soir. C'est juste pour ces sourires, c'est juste pour, cette envie que nous avons tous de créer, d'être joyeux, de passer une vie sympathique. Si on veut que ça continue, et moi j'ai envie que ça continue, pour moi et pour mes enfants évidemment, eh bien, il faut qu'on prenne la mesure des défis qui nous sont posés et qu'on se mobilise collectivement. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, bah, c'est qu'on a un plan, en tout cas, c'est qu'il y a des possibilités autour de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité, de la frugalité, le biomimétisme. Tout ça, ça existe. Et c'est ça dont on va parler tout de suite. Alors, je vais avancer un peu vite, donc je vais passer quelques visuels, vous m'en voudrez pas, on va laisser tomber les 2-3 questions et la mini-pause pour se poser tout de suite la question du monde d'après. Pour parler du monde d'après, et pour relever ces défis, je vous invite à un petit moment de poésie qui nous est proposé par Carl Sagan, un astrophysicien qui a été ébloui par ce petit pixel que vous voyez au milieu de l'écran. Au milieu de l'écran, vous voyez ce pixel qui est posé sur la Voie lactée. C'est une photo prise par la sonde Voyager 1 en 1990. Et ce pixel, eh bien, tout simplement, c'est vous. C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est la Terre. Et si on zoome, eh bien, on voit ça. Une planète qui est là depuis 4 milliards et demi d'années, qui a été prise en photo grand large par la mission Apollo 17 en 1972. Et c'est la première fois que nous prenons conscience, quelque part, de cette petite boule bleue, Blue Marble, cette bille bleue perdue au milieu de l'espace, ce miracle de vie, ce miracle de beauté, ce miracle, voilà, cette magnifique, comment dire, petite machine qui fonctionne et qui a évolué pendant 4 milliards et demi d'années. Et qui, a vu plein de choses apparaître. D'abord la vie, il y a 3,8 milliards d'années, les arbres, il y a 370 millions d'années, nos amis et notre famille des grands singes, nous sommes partie prenante de la famille des grands singes, nous les humains. Les grands singes ont vu le jour il y a 185 millions d'années. Les butineurs, qui nous aident à manger et à produire notre agriculture, il y a 100 millions d'années. Et puis les premiers hominidés, c'est il y a 3 millions d'années, Sapiens a commencé à faire de l'agriculture il y a 12 000 ans. Vous voyez? Donc tout ça, c'est une très, très, très lente évolution. Par exemple, les arbres, il y a 370 millions d'années, enfin plutôt il y a quelques années, ils étaient 5 000 milliards sur Terre. Aujourd'hui, ils sont 3 000 milliards. Il reste 400 arbres par personne aujourd'hui. 7 milliards et demi de terriens. Nous avons chacun, sous notre responsabilité, 400 arbres. Les grands singes, les chimpanzés et bonobos, nous partageons avec eux 98,7 de notre patrimoine génétique et une faculté essentielle, toujours essentielle le vendredi soir notamment, c'est que nous digérons l'alcool, comme eux. Voilà, puis les butineurs, je vous en ai parlé. Alors, une fois qu'on prend conscience de tout ça, toute cette richesse,
et du temps qu'il a fallu pour le construire, eh bien aussi, on peut prendre conscience du rythme auquel nous détruisons parfois, alors pas seulement, mais tout ça. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, c'est si on met dans une balance la part de l'artificiel et la part du vivant sur Terre, l'artificiel étant ce que l'humain a fait, eh bien, à votre avis, quand est-ce que les deux vont se croiser? C'est-à-dire quand est-ce que l'artificiel va dépasser le poids de la vie sur Terre? Question pas facile, il faut être encore là très réactif. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui suivent. Euh, voilà, et la bonne réponse qui s'affiche, eh bien, c'est que c'est déjà dépassé. En 2020, les scientifiques estiment que la part de l'artificiel sur Terre a dépassé la part de ce qui a été généré naturellement par la vie. Et pourtant, ce que produit la vie, c'est gigantesque. Et ce graphique est là pour vous expliquer ce qu'on appelle les services rendus par la nature, à elle-même et donc à nous-mêmes. On fait partie de la nature, on n'est pas à côté de la nature. Ça s'appelle les services écosystémiques. Là, ils sont, vous voyez, 4 catégories. Bon, en fait, il y en a 3. D'abord, les approvisionnements, c'est assez simple à comprendre, hein, c'est les services matériels. Donc, c'est le bois de votre table, voilà, ça vient de la nature. C'est l'eau que l'on boit, ça vient de la nature. C'est notre nourriture, ça vient de la nature. Les médicaments qu'on fabrique, beaucoup viennent de la nature. Par exemple, l'IF européen, cet arbre européen, permet de produire des anticancéreux. Voilà. Tout ça, ce sont les services matériels. Et les services de régulation aussi. C'est le climat, c'est l'air, c'est le cycle de l'azote, le cycle du phosphore, le cycle de l'eau évidemment. Et puis il y a les services immatériels, les services culturels. Par exemple, quel est le prix d'une balade en forêt, en montagne? Quel est le prix d'un bain dans l'Atlantique ou la Méditerranée? Ou sa valeur en tout cas. Ça, en fait, vous pouvez le faire gratuitement, mais c'est parce que la nature existe et qu'elle nous rend ce service qu'on peut en profiter. Il y a un économiste qui s'appelle Robert Costanza qui a chiffré tous ces services à un minimum de 125 000 milliards de dollars par an. Ça, c'est les services que la nature nous rend chaque année sans qu'on lui paye rien. Et c'est donc l'équivalent d'une fois et demie le PIB mondial. Donc, pour faire 1 dollar de PIB, on a besoin d'1,5 $ de nature aujourd'hui. Vous imaginez, vous avez 1 dollar de PIB ou 1 euro de PIB, et pour faire ça, il faut 1,5 $ ou 1,5 € de nature. Donc, si les services rendus par la nature diminuent parce qu'on détruit la nature, qu'est-ce qui va se passer? Assez mathématiquement, notre capacité à produire du PIB va elle-même diminuer et on va produire moins de PIB. Donc on a besoin de la nature et du vivant pour les activités humaines. C'est une évidence de le dire, et pourtant on a l'impression qu'on a totalement perdu ce lien avec le vivant. Donc même quelqu'un qui serait absolument cynique et qui se contreficherait de tout ce que je vous raconte, et qui veut juste faire de l'argent, pour faire de l'argent, on a besoin de la nature. Ce n'est pas possible de faire de l'argent sans les services que nous rend la nature. Et c'est ce que dit cette image que je vous montre ici, c'est que c'est d'abord le capital naturel qui s'est formé année après année, millénaire après millénaire, et vous avez vu pendant des millions et des milliards d'années, c'est parce que ce capital naturel est là que des sociétés humaines ont pu se former, ont pu émerger et ont pu évoluer. Et à l'intérieur de ces sociétés humaines, on trouve les échanges marchands et non marchands, et les échanges marchands, c'est ce qu'on appelle l'économie. Donc c'est bien d'abord le capital naturel, puis le capital humain, puis le capital économique et financier. C'est dans cet ordre-là que les choses se construisent naturellement. Et pas l'inverse. Ce n'est pas d'abord l'économie, puis la question sociale et humaine, et enfin le bilan carbone ou la régénération de la nature quand on aura le temps. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on a tout compris des défis qui viennent devant nous. Pour réussir à les relever, il faut que tous les projets qu'on lance soient construits en fonction de ce triptyque capital naturel, capital humain, capital économique. Et typiquement, une entreprise, qu'elle se pose des questions quand elle fait ses budgets, elle a son budget économique et financier, elle a son budget humain, ses effectifs, ses plans de formation, mais quand est-ce qu'elle calcule a priori, et pas seulement a posteriori, a priori, ses impacts sur le vivant, ses impacts sur la biodiversité, sur le climat, sur le plastique, etc. etc. Bien, si on veut inventer ensemble une nouvelle économie, on a besoin de considérer ces 3 choses
a priori et pas a posteriori, voire jamais pour ce qui est du capital naturel. Parfois, on l'oublie. Alors, vous me direz, c'est un défi, bah, c'est colossal. Et oui, c'est colossal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des gens qui y ont pensé. Par exemple, quand la conquête spatiale s'est faite, eh bien, on l'a faite avec beaucoup de sobriété et finalement beaucoup de féminité aussi. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce sont des éléments auxquels on peut penser pour notre avenir. Beaucoup de sobriété technologique, parce que l'ordinateur de bord qui a permis de piloter la mission Apollo, il pesait physiquement 22 kg, mais sa capacité, sa mémoire vive, c'était 4 kilooctets, et sa capacité de stockage, c'était 72 kilooctets. C'est très très peu. 72 kilooctets, c'est un mail avec une pièce jointe. Eh bien, avec ça, on a réussi à faire décoller la navette, à la faire naviguer, à l'unir, rapporter 382 kg de roches lunaires et revenir sain et sauf sur la Terre. Et tout ça, ça a été fait aussi avec le code informatique, le code logiciel qui a été écrit par le MIT, le laboratoire de Boston, sous la direction de Margaret Hamilton, une femme que l'histoire a un peu oubliée. Et donc pourtant, voilà, c'était ça cette mission. C'était des hommes et des femmes, évidemment, bien évidemment, et de la sobriété technologique. Et donc là, on a des atouts, travailler comme ça sur des équipes plus mixtes socialement, mixité de genre évidemment, que les femmes accèdent aux postes de direction, au pouvoir évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on écarte les hommes, mais qu'on rééquilibre les choses. Ça, c'est un élément. Et puis la sobriété technologique et la sobriété dans nos actions et dans nos modèles. La sobriété, c'est ce que fait Patagonia, c'est ce que propose Patagonia, qui vous propose par exemple de ne pas acheter une nouvelle veste, mais plutôt de faire réparer l'ancienne. Et dans les usines Patagonia en Californie, il y a 90 personnes qui font 60 000 réparations chaque année. Une veste Patagonia est garantie 100 ans, selon les modèles. Donc, ça veut dire que pendant 100 ans, vous pouvez renvoyer de votre veste et que Patagonia ne vous reverra pas acheter une nouvelle veste parce que vous allez lui demander de réparer vos anciennes vestes. Voilà. Et pourtant, c'est une entreprise qui est très rentable, mais qui a pris sa responsabilité environnementale. Fairphone, qui a inventé un téléphone portable qui est à la fois modulaire, il fonctionne comme un assemblage d'une quarantaine de briques de Lego que l'on peut clipser et déclipser, ce qui fait que si votre cellule photo est endommagée, vous n'allez réparer que la cellule photo. Et puis, Fairphone a fait beaucoup plus en structurant une filière équitable du coltan, cet alliage qu'on trouve dans les téléphones portables, un peu à l'image du café équitable. Eh bien, Bas Van Abel, qu'on voit sur l'image, et qui est designer, ne supportait pas cette idée qu'on ait du sang dans nos téléphones portables. Il s'est dit, bah, on va créer cette filière équitable pour que les gens soient payés et vivent et travaillent dans des conditions décentes. Alors, c'est un immense défi pour l'électronique et pour la téléphonie portable notamment, mais si tout le monde fonctionnait comme Fairphone aujourd'hui, instantanément, le poids carbone de l'industrie du téléphone portable chuterait de 30%. Donc, je ne suis pas en train de vous parler de l'épaisseur du trait. 30%, c'est beaucoup et c'est faisable dès maintenant, pas demain. Donc, ça permet de relativiser la nature des défis qu'on a relevés, mais il faut quand même qu'on s'y mette. Le propos, ce n'est pas d'inventer cette solution, elle existe. Le propos, c'est de la déployer. Même chose avec le rétrofit automobile. On sait aujourd'hui transformer en une journée une voiture thermique en voiture électrique. Les kits électriques existent. Le rétrofit automobile, c'est son nom, existe et il est homologué en France. Il y a 5 startups qui travaillent sur ces projets. Elles savent le faire. Et si on fait ça, eh bien, on n'a pas besoin de fabriquer des voitures nouvelles. Et donc, on épargne tout le cycle de production qui a un poids environnemental très élevé. Souvenez-vous du sac à dos écologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Concrètement, le rétrofit automobile, c'est une baisse de 38% de l'impact carbone sur tout le cycle de vie d'une voiture. Ça, ce n'est pas inventé, c'est déjà là, ça existe, on sait faire. L'enjeu, c'est comment on déploie, comment on crée des garages, comment on alimente les garages avec cette technique pour la développer. On sait aussi faire de l'économie circulaire. Ici, c'est Conceptos, une start-up colombienne qui a récupéré du plastique pour inventer une brique, une sorte de brique Lego, une brique plastique, un parpaing plastique standardisé. Et voilà comment, avec ces parpaings gris que vous voyez là, on peut construire un dispensaire, une mairie, une école à très faible coût et en 3 jours, tout en réutilisant du plastique qui va pouvoir durer et perdurer. Voilà, des exemples comme ça, j'en ai plein, je ne vais pas tous vous les citer.
Mon idée, là, c'était juste de vous montrer que déjà, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est réduire notre empreinte écologique et sociale tout en faisant du business. Et on le fait comment? En bouclant la boucle d'une économie plus circulaire. Mais on peut aller beaucoup plus loin encore, et je vais terminer avec ça, vers ce qu'on appelle l'économie qui régénère, l'économie qui répare. Et c'est ça, se réparer la terre, que je veux partager avec vous. L'économie qui répare, c'est une économie qui va aller regarder ce qui se passe dans la forêt, regarder comment la nature a structuré la forêt. C'est quelque chose de complexe et de très beau. Dans la forêt, on observe que la vie coopère, les animaux, les plantes, tout ça, ça coopère. Il y a la compétition, mais il y a aussi la coopération. La forêt, elle régénère naturellement les sols. Il n'y a pas de déchets. Tout est une ressource dans une forêt. La production est diversifiée. Vous avez des plantes petites, moyennes, grandes, de toutes les couleurs, avec des fonctions différentes. Vous avez des fruits et des légumes parfois. Vous avez des arbres. Vous avez un cycle de l'eau. Vous avez une climatisation naturelle. La forêt peut absorber du CO2 et retirer du CO2 de l'atmosphère à certaines conditions. Bref, c'est un écosystème qui est absolument magique. Cet écosystème inspire les artistes. Ici, vous voyez une représentation d'un artiste qui s'appelle Luc Schuiten, qui a imaginé une ville-forêt. Alors là, c'est la ville de Nantes. Alors c'est une utopie, on est d'accord, hein, c'est une utopie urbanistique totale, mais une ville qui serait conçue avec des arbres et à partir des arbres. Et cette vision totalement onirique et utopiste, eh figurez-vous qu'elle inspire des entrepreneurs. Ici, vous avez Aforest. Alors, c'est une ONG au départ, mais une ONG qui travaille sur un principe inventé par un ingénieur de Toyota, qui est la méthode Miyawaki, qui permet de construire des petites forêts, de faire pousser des petites forêts très rapidement, en 2 ans, pour revégétaliser les villes. La méthode Miyawaki, vous voyez, image de gauche, image de droite, il s'est passé 2 ans, et voilà comment on peut végétaliser très très vite une ville. Des mini-forêts en France, il y a des petites entreprises qui s'appellent Boom Forest et Mini Big Forest qui les proposent sur des territoires ou à des entreprises. Hein. Donc, ce n'est pas inventé, ça existe et ça fonctionne. Cette maison que vous voyez là, c'est une maison bioclimatique. Elle n'a pas besoin d'énergie, c'est-à-dire que naturellement, avec son inertie, elle se climatise. Donc, pas besoin ni de chauffer ni de refroidir. Elle est plutôt réservée aux zones méditerranéennes et elle a été fabriquée en impression 3D. Vous voyez le portique numérique qui est derrière à gauche, mais en utilisant de la terre crue et de la paille de riz. C'est un procédé extrêmement ingénieux qui demande peu de ressources, des ressources locales, et qui produit un habitat qui est très esthétique et très efficace sur le plan énergétique. À Copenhague, au Danemark, on est en train de préparer un écoquartier qui fonctionnerait comme une forêt, comme une ville-forêt. Et pour faire ça, comment on fait? Eh bien, les architectes sont en train de designer une forêt avec des fonctions de permaculture, avec un ruisseau, avec des arbres fruitiers, avec des zones agricoles, avec des zones paysagères, avec des zones récréatives. Et cette forêt, elle est conçue pour recevoir ensuite des maisons, vous voyez ça en bas sur l'image, des maisons, des commerces, une mairie, une école, pour fonctionner comme une petite ville. Simplement, c'est une ville qui va rendre beaucoup plus de services à la nature qu'elle ne va lui en emprunter, parce qu'elle a été pensée pour ça. Et évidemment, il y aura des activités humaines et des activités économiques. Et ça va encore plus loin, parce qu'il y a des entreprises désormais qui ont débloqué des budgets de recherche et développement, de R&D, pour imaginer ce que pourraient être des usines forêts, c'est-à-dire pas seulement des usines qui ressemblent visuellement à une forêt, comme vous voyez là sur cette image, mais des usines qui s'inspirent du fonctionnement de la forêt. Et Interface, une entreprise américaine, est en train de travailler notamment sur la manière de produire de la moquette, c'est son métier, la moquette, mais une moquette qui permettrait dans son cycle de fabrication d'absorber du CO2 plutôt que d'en rejeter, de réduire la consommation d'eau de manière massive, de faire appel à des matières totalement recyclées et d'avoir finalement non seulement un bilan carbone le moins négatif possible, mais à terme un bilan carbone positif et un bilan biodiversité positif. Pour l'instant, il faut être très clair, c'est une utopie industrielle. On n'y est pas encore, mais cette entreprise met des budgets depuis plusieurs années pour travailler sur ce concept et désormais, elle n'est plus la seule.
Et puis je finis avec cet exemple, inspiré par l'artiste Jérémy Gobet, qui est fan de coraux. Et c'est l'image de gauche. Il est tellement fan de coraux qu'il sculpte des coraux, des formes de coraux. Il a été exposé au Palais de Tokyo et dans d'autres endroits. Et un jour, une ville du Puy-de-Dôme, lui a proposé de venir faire une résidence artistique pour travailler à partir d'inspiration industrielle donc du Puy-de-Dôme. Alors, il a rencontré différentes entreprises, et puis parmi elles, il a rencontré la Fontanille, une entreprise qui fait de la dentelle selon la technique traditionnelle du point d'esprit. C'est la petite fleur que vous voyez sur l'image de droite. Eh bien, Jérémy Gobet, en voyant cette forme de point d'esprit, est tombé en arrêt parce qu'il a réalisé que la forme du point d'esprit était la copie conforme de certaines formes de coraux. Alors il s'est demandé comment se peut-il qu'il y ait dans la nature des formes qu'on retrouve de manière mathématique dans une entreprise, au résultat du travail des ingénieurs et de gens qui ont fabriqué des machines. Ça l'a interpellé, donc il a proposé à la Fontanille un projet artistique, et ce projet artistique est devenu un projet de R&D industriel qui consiste à créer un bouquet de tuteurs tissés en coton biodégradable avec cette forme du point d'esprit et avec l'idée de déposer sur ces tuteurs des petits coraux qui se logeraient dans les points d'esprit et avec l'idée de voir si ces bébés coraux pourraient s'accrocher, grandir et se multiplier sur ces tuteurs en point d'esprit. Un test a été fait aux Philippines et alors vous savez quoi? Eh bien, ça marche. À tel point que le projet Corail Artefact est désormais dans un protocole scientifique avec des partenariats qui se tissent, c'est le cas de le dire, avec des usines de filature du nord de la France, qui réfléchissent à inventer un nouveau métier pour elles et un nouveau débouché avec de nouvelles machines, avec de l'innovation pour produire ces bouquets de tuteurs de coraux et fournir au grand programme de restauration des coraux les outils dont elle a besoin pour régénérer les récifs coralliens et les océans. Autrement dit, le métier qui est peut-être en train de s'inventer là, si ça réussit, ce sera une industrie pour réparer la mer. Et tout ça, ça a été inspiré par un artiste, par des scientifiques et par des industriels. Voilà cette alliance incroyable entre la tête, la connaissance, le cœur, l'émotion des artistes et la main des entrepreneurs, la main des industriels qui inventent ces nouvelles machines. Et c'est à ce voyage que j'ai envie de vous inviter. Je ne vous dis pas que ce sera une partie de plaisir. Je ne vous dis pas que ce sera simple. Tout à l'heure, il a été fait référence au rapport du GIEC. Il y a ces scientifiques qui sonnent l'alarme en permanence sur le fait que notre société n'avance pas assez vite pour la métamorphose. Mais ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'on a plein d'outils pour réduire notre empreinte écologique, l'empreinte écologique de nos entreprises, de notre économie, de nos territoires, de nos métiers. On sait faire ça. L'économie circulaire est une manière de faire parmi d'autres. Mais si demain, on va aller plus loin et ne pas seulement détruire moins, mais réparer, eh bien, c'est l'économie régénérative qui nous permettra peut-être, si on y arrive, de le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette économie, elle est là déjà en germe, elle s'inspire du fonctionnement du vivant et elle est extrêmement inspirante. Voilà, c'est la voie que je vous souhaite pour vos études, pour vos métiers, pour votre talent, pour la vie que vous avez devant vous. On a besoin absolument de tous se mobiliser pour faire émerger cette économie. Alors, je ne vais pas vous poser cette question, mais je vais vous laisser avec cette petite réflexion que vous pourrez lire. Vous savez lire comme moi. Je vous laisse méditer autour de ça et j'espère que je vous ai partagé ma passion pour cette mission collective qui est la nôtre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Walter pour cette intervention que j'ai trouvée personnellement passionnante. Je retiens que nous sommes face à un immense défi, mais je retiens aussi en tout cas ton ouverture et ton optimisme
En tout cas, c'est ce que je ressens à t'écouter. Donc, je retiens cet optimisme-là et je veux rester sur cette note positive. L'enthousiasme, en tout cas, ça c'est sûr. On n'a pas le choix. Il faut être enthousiaste. L'enthousiasme, voilà, exactement. Alors, il y a quelques remarques, il y a quelques questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter et je ne sais pas non plus si on est totalement limité par les quelques 10 minutes qui nous restent, hein. Peut-être qu'on pourra déborder, ou 5 minutes même, peut-être qu'on pourra déborder un tout petit peu. Il y a évidemment beaucoup de sujets qui ont été abordés. Tu as rapidement évoqué le rapport du GIEC, donc on n'aura pas le temps, bien évidemment, de reparler plus dans le détail. Il y a deux, trois quand même sujets, ou en tout cas discussions qui émergent suite au rapport du GIEC et aux solutions possibles, notamment relatifs au fameux mix énergétique, hein, donc mix énergie. Donc voilà, toi, et par rapport à ce que tu connais aujourd'hui des solutions possibles sur le sujet, est-ce que tu as un avis ou pas, tranché ou pas, sur notamment notre dépendance aujourd'hui au nucléaire et donc l'avenir de la filière, et puis quelque part aussi les énergies renouvelables et le débat qu'on voit naître quelque part aussi, hein, en ce moment, surtout sur une année qui s'annonce, une année de grands débats, le débat sur l'éolien. Voilà. En deux mots, peut-être, est-ce que tu as sur cette thématique-là une opinion, un avis sur le sujet? Alors, il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, j'invite chacun à se documenter avec humilité. Tu parles du rapport du GIEC, bon, 3500 pages, il faut se les farcir, hein, c'est peut-être même un peu plus. Il y a pour autant des résumés qui ont été faits sous différents formats d'ailleurs, format de lecture ou format un peu plus interactif. Je pense que vraiment quand on est un honnête homme, une honnête femme, c'est vraiment précieux de prendre quelques heures de son temps pour s'arrêter, aller voir et essayer de comprendre ce que l'on nous explique. Ce que dit le GIEC en tout cas, c'est que désormais de manière certaine, et ça c'est la grande nouveauté cette année, les dérèglements climatiques sont dus à 100% aux origines, aux activités humaines, et notamment à notre recours aux énergies fossiles. Donc, la priorité numéro un, c'est de bannir les énergies fossiles de notre mix énergétique. En conséquence de ça, mon opinion personnelle, c'est pas ce que dit la science, mais c'est ce que je dis, c'est que l'urgence en France n'est absolument pas de sortir du nucléaire. Je n'aime pas le nucléaire. Je n'aime pas cette idée qu'on laisse des déchets pendant des dizaines de milliers d'années aux générations qui viennent. Je trouve ça dangereux et pas très bien pensé. Mais l'urgence du moment n'est absolument pas, selon moi, de sortir du nucléaire. Pourquoi? Parce qu'on va se compliquer la tâche encore plus. La question, c'est là où l'énergie est décarbonée, c'est surtout de faire en sorte que ça demeure décarboné. Et pour le reste, la priorité numéro un, c'est la sobriété énergétique. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire de lutter contre le gaspillage énergétique. De nous poser la question à chaque fois que l'on se transporte ou qu'on transporte quelque chose ou qu'on recourt à de l'énergie fossile, la première chose, c'est est-ce qu'on a bien besoin de cet usage? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Est-ce qu'on ne peut pas en avoir un usage plus modéré? Je donne un exemple trivial. On est en entreprise, on a un déplacement à faire. Première question à se poser, est-ce que j'ai besoin de me déplacer? Est-ce que je ne peux pas passer un coup de fil? Est-ce que je ne peux pas envoyer un petit mail? Est-ce que je ne peux pas faire une visio, même si ça consomme de l'énergie? Deuxièmement, si je dois me déplacer, est-ce que je peux pas faire, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre l'avion, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un train qui me permet d'accéder à ce déplacement? Est-ce que s'il n'y a pas de train, est-ce que je ne peux pas faire du covoiturage? Si c'est vraiment pas possible, et si je prends ma voiture, est-ce que je n'ai pas un véhicule électrique? Vous voyez, une espèce d'arbre de décision qui nous permet assez logiquement, ce n'est pas l'idéologie, hein, c'est juste dire, est-ce que je ne peux pas faire autrement? Et évidemment, quand je suis en ville, utiliser mes pieds, c'est bon pour la santé. Utiliser le vélo, c'est très bon pour la santé. Ça va souvent plus vite en ville. Et donc, tout ça, c'est meilleur. Et puis, pour ce qui est du mix énergétique national, bah, aujourd'hui, en France, c'est extrêmement complexe. C'est sûr que ce n'est pas à coup d'éoliennes qu'on va réussir à relever le défi à court terme. Mais ce serait mentir aussi de dire que c'est à coup de centrale nucléaire. Pourquoi? Parce que pour construire une centrale nucléaire, il faut 10 à 15 ans. Et c'est un processus politique qui est complexe. Il y a beaucoup, qu'on le veuille ou non, beaucoup d'opposition. Et moi, je ne prendrai pas le pari
qu'on puisse créer de nouveaux réacteurs nucléaires en France. Je pense que beaucoup d'habitants s'y opposeraient et qu'on entrerait dans des logiques d'opposition très conflictuelles et très, comment dire, très inertiques, en fait. Donc la priorité numéro 1, c'est la sobriété. La priorité numéro 2, c'est quand même de réfléchir à l'autonomie énergétique des territoires. Ici, on est sur un territoire où des éoliennes sont en train d'être installées en haute mer. Bon, alors c'est vrai que ça défigure le paysage et même moi, ça m'affecte, hein. Je suis un grand défenseur de l'éolien en mer, mais les voir pousser depuis la côte, j'avoue que ça me perturbe. Mais pour autant, eh bien, on est dans une société qui est confrontée à ces contradictions et à ces dilemmes, et c'est ça qu'on a à faire. Donc pour répondre à ta question, Emmanuel, moi, je n'ai pas de solution toute faite, mais il y en a une, et c'est la seule qui peut marcher, c'est se parler et pas se taper sur la tronche. Je n'aime pas la manière dont les débats sont menés aujourd'hui en France avec ce bashing systématique de tous les bords, hein. Tout le monde fait ça, tous les clashs. Le journal La Croix a appelé à un débat constructif, raisonné, on puisse discuter. Je suis à 100%, 100% dans cette méthode et en fait, je pense que c'est ça la solution. La solution, c'est de se parler, comme la Convention citoyenne sur le climat essaie de le faire, parce que c'est en se parlant qu'on va dérouler ensemble la complexité des phénomènes et qu'on va faire des choix douloureux, mais qu'on va les faire en intelligence collective. Et ensuite, on verra si ces choix aboutissent à plutôt de l'éolien, plutôt du solaire, plutôt du nucléaire, ou sans doute, parce que ce sera sans doute ça, un peu de tout ça. Voilà. Mais dans tous les cas, ça va être complexe. Donc, il faut absolument qu'on se parle. On est bien d'accord. Avant de conclure, peut-être une dernière thématique ou une dernière question. Évidemment, tu as en face de toi des alumni ou des élèves d'une école de management. Ils sont sujets, ils sont sensibles à ce qu'ils peuvent, en tant qu'alumni, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant qu'étudiant, à contribuer. Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à cette transition nécessaire? Donc, quel est le rôle pour toi, peut-être d'une école de management voilà, dans cette volonté de transformation, de transition? Première question. Et derrière, quel est le rôle de l'entreprise? Comment l'entreprise aussi, concrètement, peut être partie prenante de cette transition nécessaire? Alors, je vais faire à l'envers. L'entreprise est une Si tu force. veux. L'entreprise est une force de transformation de la société. Pourquoi? Parce qu'il y a le driver économique. Le driver économique sont nos revenus, sont nos salaires, c'est ce qui nous permet aussi de vivre. Donc, c'est très attractif et très puissant. La question de l'entreprise, c'est à quoi sert l'entreprise? Quelle est l'utilité de l'entreprise? Pour moi, c'est ça la question qu'il faut poser aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment que ce que fait votre entreprise aujourd'hui a sa place dans le monde de 2030 sur lequel je vous ai interpellé? Moi, je ne me permettrai pas de vous dire qu'il va être comme ci ou comme ça. Je vous interpelle sur ce qui va probablement le structurer, dont les générations futures qui ne sont pas très loin. Et donc, ce qui est important, c'est que l'entreprise accepte de poser les crayons quelques instants pour réfléchir à son futur possible, mais aussi à son futur souhaitable. Donc ça, c'est une affaire collective, parce que ça marche s'il y a de la mobilisation. C'est aussi une affaire de dirigeants, et là j'en viens à ta première question sur les écoles de management, dont l'un des rôles, c'est vrai aussi les écoles d'ingénieurs ou d'autres grandes écoles, c'est a priori de former des leaders ou des futurs leaders. Un leader n'étant pas un chef ou un président ou je ne sais pas quoi, ou un entrepreneur, mais étant quelqu'un qui va emmener une équipe, qui va emmener une communauté, qui va emmener une entreprise, qui va emmener un territoire, qui va emmener… Voilà. Il y a pour moi, l'essentiel, c'est de revenir à qui sont les leaders que vous avez envie de former, quelles sont les figures, petites, moyennes ou grandes, que vous avez envie de voir émerger, vous, en tant que grandes écoles. Et c'est ça vous-même, en fait, pour moi, c'est ça la question de votre utilité sociale, sociétale. C'est quelle est la nature du leadership que vous avez envie de proposer. Et ça, évidemment, ça interroge aussi le leadership des dirigeants des écoles. C'est quel dirigeant êtes-vous? Et donc, quelle personne êtes-vous? Et là, je vais poser une question extrêmement, comment dire, directe à chacune et chacun d'entre vous. C'est regardez le temps que vous avez devant vous. Regardez le temps
que vous avez, quand vous en avez beaucoup, le temps qu'il vous reste, quand peut-être il en reste un peu moins, quand on a fait une partie de son parcours. Et posez-vous la question de votre talent, de votre énergie. À quoi est-ce que vous aimeriez profondément, et là je parle d'ici, là, je parle du cœur, je ne parle pas de la tête, à quoi est-ce que vous aimeriez chaque jour profondément consacrer votre talent et votre énergie? Une fois que vous aurez fait ce travail, parce que vous avez du talent, parce que vous êtes bien câblé là-haut, j'ai grande confiance. Vous trouverez votre chemin, surtout si vous vous documentez sur les grands éléments qui vont structurer le monde de demain. Vous trouverez votre chemin. Mais ce dont nous avons besoin, ce dont le monde a besoin, c'est que chacune et chacun vous preniez ce temps-là de vous dire à quoi est-ce que j'ai envie de consacrer le temps qu'il me reste. Moi, j'ai choisi, c'est réparer la Terre. Merci Walter. Je pense que pour une conclusion, c'est une très belle conclusion. Et encore une fois, merci pour ta disponibilité, ton enthousiasme, ta passion renouvelée, communicative. Et j'espère que, en tout cas, dans les commentaires que je peux voir, tout le monde est ravi de cette présentation. Je rappelais en introduction toutes tes actions, Open Land, etc. Les conférences évidemment que tu mènes. Cette conférence-là, pour répondre à une des questions qui a été posée sur le chat, sera évidemment en replay et on espère que tous ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir pourront en bénéficier, puisqu'encore une fois, elle est pour moi très inspirante. Et puis, je veux dire deux mots quand même de ton actualité cinématographique. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, ou je ne sais pas si tu souhaites en dire deux mots. C'est peut-être mieux que Si, avec plaisir, avec grand plaisir, Emmanuel. Ouais, c'est une autre casquette, mais vas-y, je te laisse. Et un grand merci pour l'invitation, de toute façon, déjà. Mais oui, tu peux en parler, évidemment. Alors, en deux mots, tu complètes si mes informations ne sont pas bonnes. Tu es co-réalisateur avec Cyril Dion d'un Co-auteur. film, Co-auteur. co-auteur, dont Cyril Dion est le réalisateur, Voilà. d'un film qui sort. Alors, il est sorti en avant-première, parce que notamment, il y a eu une avant-première à Nantes il y a peu de temps. Je ne sais pas quand est-ce que la sortie officielle est programmée. Le 1er décembre, et il y a une quarantaine d'avant-premières en France. Si vous allez sur les comptes réseaux sociaux d'Animal, ça s'appelle Animal, le film, vous trouverez peut-être dans votre ville une de ces 40 avant-premières. Voilà. Alors, les premiers retours pour ceux qui ont l'occasion évidemment d'assister aux projections sont dithyrambiques. Hein, donc là encore, on est en plein dans le sujet et la réalisation par ailleurs est topissime. Et puis quelque part, c'est un peu une suite logique du premier film réalisé il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Demain, tout à fait. et qui avait connu déjà un succès très important. Donc, j'invite évidemment toutes celles et ceux qui sont intéressés par le sujet à aller, maintenant qu'on peut en plus retourner au cinéma, à aller profiter de ce nouveau opus qui sort le 1er décembre. Merci Walter, merci beaucoup, merci énormément. Merci à tous, à toutes et à tous pour votre participation ce soir. Je suis désolé, il y avait pas mal de remarques et de questions et c'est toujours un format qui est un peu court, mais voilà, on aura l'occasion, le cas échéant, de prolonger ces discussions-là si vous le souhaitez. Et puis, il reste, il me semble encore, pour les plus motivés, une dernière session de conférence qui débute là, ou qui a débuté il y a 5 minutes à 19h, et auquel vous pouvez encore vous connecter. Merci à toutes et tous, bonne soirée, bon week-end, et à bientôt, j'espère.